Bienvenue sur Procure en parle, le nouveau webinaire de Procure où on se rencontre, on se revoit à tous les jeudis. Et j'aimerais vous inviter à participer à ce webinaire d'une façon fort simple. Vous composez tout simplement, vous allez sur procure.ca et là, vous pouvez également poser dans la section questions et réponses des questions qui concernent évidemment votre préoccupation quant au cancer de la prostate et aussi quant à la situation actuelle, c'est-à-dire le COVID-19. Mon invitée aujourd'hui, vous la connaissez sans doute, vous la reconnaîtrez. Elle est un peu partout dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans les grands réseaux, depuis plusieurs années déjà. Elle a déjà 14 publications à son actif. Elle a son propre site web, évidemment. Vous pouvez commander aussi de la nourriture. Elle est docteure en nutrition. Il s'agit d'Isabelle Huot et c'est un plaisir de l'accueillir. Isabelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un honneur pour moi de partager cette tribune-là avec vous. Beaucoup d'admiration pour vous. Fait que c'est notre première collaboration ensemble. Ça me fait chaud au cœur. Et je vois qu'on a déjà 64 participants, donc c'est chouette. Bienvenue tout le monde. C'est très gentil de votre part d'être aussi disponible parce que je sais que vous êtes totalement envahi de demandes de toutes sortes. Alors, je pose tout de suite une première question. Oui. En somme, à quoi ça sert une nutritionniste? Ah, c'est tellement pratique de consulter un ou une nutritionniste puisqu'on a des hommes maintenant. En fait, je pense que c'est utile d'aller consulter pour tellement de raisons. La perte de poids, c'est une évidence, mais beaucoup d'autres choses que ça. Je pense aux gens qui ont des carences en fer, aux gens qui manquent d'énergie, aux gens qui veulent adopter un régime végétarien ou semi-végétarien. On se pose des questions pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'équilibre dans l'assiette. Je pense aux sportifs qui veulent savoir quoi manger avant, pendant, après l'entraînement, aux gens qui suivent un traitement pour le cancer, chimiothérapie, radiothérapie, aux gens qui veulent prévenir les maladies chroniques, qu'on parle des maladies cardiovasculaires, qu'on parle évidemment du cancer, les gens qui sont diabétiques, il y a quand même 700 000 Québécois qui souffrent de diabète, essentiellement le diabète de type 2, mais aussi le type 1, donc il faut savoir équilibrer son alimentation. Il y a tellement de raisons, le côlon irritable, la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'arthrite rhumatoïde. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'aller voir un expert en nutrition. Il y en a plus de 3000 au Québec. Et malheureusement, moi, je ne fais plus de clinique privée, mais il y a plusieurs collègues qui rencontrent des gens. Et à chaque fois, on a des commentaires à l'effet que ça fait toute la différence de se prendre en main et d'être appuyé par quelqu'un qui a les connaissances, donc vraiment quelqu'un qui a l'expertise. Je serais très curieux de savoir, parce qu'il y a une mode depuis quelques années où les gens passent d'un système de nutrition normal, si je peux m'exprimer ainsi, et qui sont tentés par devenir vegan ou devenir végétarien. Et dans le contexte actuel, on parle à des gens qui sont aux prises avec un problème de prostate. Et dans le contexte actuel aussi, j'aimerais savoir comment faire le passage, si on est véritablement intéressé à laisser de côté les viandes et d'aller de l'autre côté des choses. Oui, c'est une très bonne question parce que dans le cas du cancer de la prostate, un des aliments incriminés, entre guillemets, c'est la viande rouge. Donc, il y a une association épidémiologique entre la consommation de viande rouge et un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate. Donc, on se dit, bon, ben, peut-être de passer à un mode plutôt végétarien ou flexitarien. Parce que Winston, moi, je suis flexitarienne. Donc, c'est ce qu'on appelle le végétarisme à temps partiel. Ma belle-mère me fait un filet de porc, je vais le manger. Mais si moi, j'ai le choix, ben, je ne mangerai pas de viande. Moi, je préfère manger des légumineuses, je préfère les protéines végétales. C'est une question de goût, une question de santé, d'environnement. Mais si on m'en sert, je vais en manger. C'est ce qu'on appelle le flexitarisme. Il y a également le végétarisme où on va exclure beaucoup de produits d'origine animale, mais on va conserver, par exemple,
du yogourt, il y en a qui conservent les œufs et il y a le mode végétaliste, le végétaliste qui est vraiment tendance, beaucoup chez les milléniaux et où on exclut tout. Donc, il n'y a aucun produit d'origine animale, donc il n'y a pas de yogourt non plus, il n'y a pas de lait, bien sûr. Y compris les produits laitiers? Y compris les produits laitiers, même le miel. Donc, c'est des gens, souvent, des gens qui vont adopter une philosophie aussi, donc ne porteront pas de fourrure, pas de cuir, rien qui fait référence au mode animal puis à l'exploitation animale. Est-ce que c'est nécessaire? Non, parce qu'on se rend compte dans les études, l'important, c'est de réduire sa consommation de viande rouge. L'Organisation mondiale de la santé nous dit de réduire la viande rouge, surtout la viande rouge carbonisée. Là, la saison du barbecue s'en vient et c'est très facile de faire griller des viandes sur le barbecue. Et quand on fait griller des viandes, la viande carbonisée, là, ça, c'est pas bon pour la santé du tout. Et particulièrement pour le cancer, ça pourrait prédisposer, bref, hausser le risque de cancer. Donc, sans tomber dans le végétarisme, de dire, ben, je mange moins de viande, je mange davantage de légumineuses, j'accorde aux légumes une large place, la moitié de mon assiette aux légumes. Je mange végétarien 2-3 fois par semaine. Ben, peut-être que c'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, on peut décider si on va une étape plus loin et à ce moment-là, entreprendre un vrai régime végétalien ou végétarien strict. Et c'est une question d'habitude, j'imagine, au fur et à mesure qu'on explore, on s'habitue aussi. Mais sur le sujet, une dernière chose. Par exemple, si vous excluez les viandes rouges, est-ce que les viandes blanches, comme le poulet et les poissons, sont plus tolérables? Ah, absolument, parce que dans le cas du cancer de la prostate et du cancer du côlon aussi, où il y a une association avec la viande rouge, il n'y a pas d'association entre volaille et poisson et le développement de ces cancers-là en particulier. Donc, c'est très maigre. En fait, on soupçonne les gras saturés qu'on va retrouver dans les viandes plus grasses, dans l'agneau, dans le bœuf, d'être responsable, du moins en partie, de la hausse du risque de cancer. Donc, volaille, excellente. Même la dinde, il ne faut pas réserver la dinde à l'Action de grâce et puis à Noël, parce que la dinde, c'est très santé aussi. Le poisson, on n'en mange pas suffisamment. On devrait manger du poisson au moins 3 fois semaine en mettant de l'avant des poissons riches en oméga 3, donc des bons gras, et des poissons qui ont peut-être moins de mercure. Donc, il y a des poissons qui sont plus contaminés au mercure. Je pense au thon rouge, à l'espadon. Donc, un des conseils principaux, je dirais, c'est de varier son alimentation. Plus on varie, plus on va chercher un large spectre de vitamines, de minéraux et moins on s'expose aux mêmes contaminants. À ce webinaire, Procure en parle, évidemment, on invite les gens à nous poser des questions. On peut le faire en direct en allant tout simplement sur procure.ca et dans le bas de l'écran, il y a un endroit où c'est écrit questions-réponses, Q&A en anglais. Et là, vous pouvez poser votre question ou tout simplement envoyer votre question via courriel procure, c'est-à-dire info@procure.ca. Étant donné que les gens nous écoutent attentivement depuis quelques semaines déjà, je vais lire certaines des questions auxquelles vous allez répondre, Isabelle. Alors voici, ce monsieur a été traité pour un cancer de la prostate. Il mange la même chose, mes repas sont assez bien équilibrés, mais depuis le confinement, je suis constipé et tout mon système intestinal est totalement chamboulé. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, c'est une bonne question. En fait, on va voir les deux après un traitement pour le cancer de la prostate, soit de la diarrhée, soit de la constipation. Donc, au niveau de la constipation, en période de confinement, on bouge moins. On a beau dire on va aller marcher 20 minutes par jour, il y a moins d'activité physique et l'activité physique contribue à un meilleur transit intestinal. Donc, sortez, marchez 45 minutes. Buvez de l'eau.
Parce que souvent, si on travaille, par exemple, on a constamment la bouteille d'eau, c'est facile de boire. À la maison, on a tendance souvent à avoir moins le réflexe d'avoir une bouteille d'eau près de soi, donc on boit moins. Si on est moins hydraté, on a effectivement plus de problèmes de constipation. Donc, boire, bouger. Les fibres, j'ai vu beaucoup de gens diminuer leur consommation de fruits et légumes en disant, bon, on va à l'épicerie moins souvent, on veut minimiser les risques, donc on reste à la maison et on a moins de fraîcheur, moins de fruits, moins de légumes. On se tourne parfois vers bon, du riz, des pâtes, des repas qui sont moins riches en fibres et ça fait en sorte qu'il y a plus de constipation. Donc, prendre des pâtes de grains entiers. Assurez-vous de manger 3 fruits par jour. Des fruits surgelés, c'est très bien aussi. Des petits bleuets, des petits fruits. Peut-être ajouter des graines de lin ou de la graine de chia, qui est une source de fibres super intéressante qui permet de bonifier son alimentation en fibres. Et là, on aurait les fibres, on a l'eau, on a l'exercice. Il manque, le dernier conseil, d'ajouter des probiotiques, donc des produits qui apportent des bonnes souches de bactéries. Je pense à Bioca, Danactive, du kéfir, des produits qui contiennent des yogourts qui contiennent des bonnes souches de bactéries. Entre autres, le yogourt Activia a une souche de bifidobactéries lactis qui va accélérer le transit. Donc, par exemple, un Activia avec une cuillère à soupe de graines de lin, ça peut faire toute la différence sur le transit. Et on prendrait ça de façon quotidienne, oui. Isabelle, ou à tous les jours? Oui, très bonne question, Winston, parce que les bonnes bactéries transitent dans l'intestin. Donc, il ne faut pas dire, ben, j'ai pris un yogourt, je suis correct pour la semaine. Non, il faut en prendre régulièrement et on conseille effectivement d'en prendre tous les jours, un petit pot de 100 grammes et une cuillère à soupe de graines de lin tous les jours. D'accord. Alors, je suis votre conseil, Isabelle. Ah, c'est bon, un verre d'eau. Bien, c'est ça qu'il faut faire en confinement, Winston. Toujours de l'eau à côté de soi. Et on ajoute tout simplement, et pour conclure sur cette réponse-là, quelle serait la quantité d'eau à consommer par jour? 1 litre, 2 litres? En fait, ça serait 1,5 litres à 2 litres de liquide. Et là-dedans, on inclut l'eau, on inclut les tisanes, on inclut le lait, on inclut le jus. Donc, ça peut être 1 litre d'eau. Si, par exemple, on prend une tisane, même le thé, le café contribuent à l'hydratation à raison de 3 tasses par jour. Si les gens qui sont de grands buveurs de café qui vont prendre 5-6 tasses par jour, à partir de 3 tasses, il y a un petit effet diurétique. Donc, on va perdre de l'eau. Mais à raison de 2-3 cafés, ça contribue à l'hydratation. Donc, je dirais l'objectif global, ça serait de prendre 2 litres de liquide. Souvent, les gens ont perdu la sensation de soif, donc peut-être prendre à ce moment-là des potages qui sont quand même clairs pour contribuer à l'hydratation. Il ne faut pas oublier que les fruits contribuent beaucoup à notre taux d'hydratation. Les légumes aussi, une tomate, c'est gorgée d'eau, le céleri, le melon d'eau. Donc, dans les fruits et légumes, on a beaucoup, beaucoup d'eau également. Alors, je vais suivre votre conseil parce que oui. Moi, je bois de l'eau, oui, mais pas suffisamment. Et en même temps, je bois 3 cafés par jour. Alors, peut-être que ça compense un peu. Enfin, je me brosse les doigts. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut continuer avec un autre 3 tasses d'eau. Voilà. Isabelle, une deuxième question qui vient de nos auditeurs. Je suis sous homéopathie, hormonothérapie, pardon. Oui. Hormonothérapie, et j'ai été capable de garder un poids santé, si on peut dire, avec un petit brin d'humour. Mais depuis que nous sommes en isolement, j'ai pris 10 livres en 1 mois. Oui. Je suis découragé. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bon, c'est fréquent, je dirais. C'est vraiment fréquent parce qu'en confinement, il y a une diminution de l'activité physique. Il y a beaucoup le phénomène qui se passe que les gens ont tendance à manger un peu leurs émotions, dans le sens où je suis à la maison. D'ailleurs, j'en ai parlé avec votre fille dans une tribune à Radio-Canada de cesser de manger ses émotions en confinement parce qu'on a accès au garde-manger en tout temps.
Et là, on est confiné à la maison. Donc, c'est très facile de se lever fréquemment, d'aller manger des petits craquelins, des biscuits, un petit pot de Nutella. J'ai un client qui me racontait tout à l'heure que c'était le pot de beurre d'arachide à la cuillère. Bref, les gens mangent sans faim réelle, un petit peu par ennui, par solitude, par anxiété, par stress. Et de manger comme ça, pour toutes ces raisons-là, ça fait en sorte qu'on mange sans faim réelle et qu'on gagne du poids. Donc, le truc, c'est vraiment de rétablir une routine dans son quotidien. De s'habiller, parce que beaucoup vont passer la journée en pyjama, mais ça aide pas. Et rendu au bout d'un mois, ben là, on se dit, bon, en pyjama, c'est lousse, on se rend pas compte qu'on a pris du poids. Mettre la routine de déjeuner, dîner, souper, peut-être 2 collations, aller prendre une marche tous les jours, d'être peut-être plus à l'écoute de ces signaux de faim, de satiété et dire, bon, j'ai envie de manger du chocolat, mais est-ce que j'ai vraiment une faim réelle? Est-ce que c'est pour calmer ma solitude, calmer une anxiété que j'ai? Et en se questionnant comme ça permet d'avoir un meilleur contrôle, en fait, de ne pas déborder à tout moment de la journée. Donc, c'est ça, une prise de conscience qu'on mange peut-être par une faim psychologique et de manger en pleine conscience. On a envie de manger du chocolat, on s'assoit, comme je fais tous les jours, et je mange mon chocolat avec plaisir. Et vous savez ce qui est le moment le plus difficile pour les fringales, en ce qui me concerne, c'est en soirée. Oui. C'est-à-dire qu'on regarde les nouvelles à 6 heures après, oui. Bon, si on a soupé tôt, mais même si on a soupé à 6 heures, à partir oui. Du moment où on s'installe devant la télé ou dans une activité quelconque, généralement c'est la télé, on se lève 2 ou 3 fois pendant la soirée et on consomme surtout du sucre. Ah, c'est ça. Oui, parce que tout ce qui est sucré élève la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. Donc, on prend du sucre et ça nous fait du bien parce que c'est le neurotransmetteur du bonheur. Donc, moi, je dis souvent à mes clients, parce que c'est le principal problème, manger le soir, finissez de souper, allez vous brosser les dents. En allant se brosser les dents, c'est un petit truc comme ça, il y a beaucoup de probabilités qu'on ne remange pas. Parce que là, on dit « Ah, j'ai passé la soie dentaire, j'ai pas vraiment le goût de recommencer. » Donc, une chance sur 2 de ne pas remanger. Ou sinon, de se dire « Bien, je vais me faire une grosse tisane, je vais la siroter. » Maintenant, il y a des tisanes citrouille chocolatée, tarte aux pommes. Il y a des tisanes vraiment le fun. Là, on sort de la camomille, on s'en va vers des choses des fois qui goûtent une petite douceur qui rappelle un morceau de chocolat. Donc, on se prend une tisane, on prend le temps de siroter et puis si on a le goût de se lever, bien, encore une fois, de se dire, bon, est-ce que j'ai une faim réelle ou j'ai juste envie de manger parce que je suis habituée de manger pendant ma télésérie préférée, pendant mon émission préférée. Et en se questionnant, on se rend souvent compte que ce n'est pas la faim réelle qui motive la décision de manger. Dis-moi, Isabelle, quelqu'un qui est en entraînement régulier, bon, ça peut être quelqu'un qui a 50, 60, même 70, 75 ans, et qui, depuis plusieurs années, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, suit un programme physique quand même assez soutenu, où l'alimentation joue une part importante. J'aimerais savoir, et ça doit sûrement s'appliquer pour les gens qui ont des problèmes avec la prostate, combien de fois par jour faut-il répartir pas nos fringales, mais nos repas? Est-ce qu'on maintient toujours 3 repas par jour ou est-ce qu'on fait 5 repas par jour? Très, très bonne question. Très, très bonne question parce qu'on a beaucoup plus de souplesse maintenant dans les recommandations. En fait, on personnalise énormément l'intervention. Donc, il y en a qui me disent, moi, je prends 3 repas et je n'ai aucunement faim entre les repas. Je dis, OK, est-ce que vous arrivez au moment du souper, là, vous avez une fringale parce que vous n'avez pas mangé depuis midi? Il y en a, je vous vois, là, j'adore ce masque. On va en parler. Regardez comment il est beau. Il est magnifique. Je voulais tout simplement vous dire que j'avais trouvé une façon de contrôler
mes fringales. C'est-à-dire, dès qu'à porter un masque, même si je ne vais pas à l'extérieur, je ne pourrais pas manger en portant un masque. C'est un très bon truc, effectivement, parce qu'en portant le masque, évidemment, on mange moins, on le sait. Ah, mais Exact. c'est cute, cute. Donc, où j'en étais? Donc, moi, ça, c'est la ménopause, là. Moi, On j'ai parlait, tendance à oui. perdre mes idées. On parlait de plusieurs repas par Ah oui, jour, voilà. plutôt que OK. les 3 conventionnels. Oui, bon. Donc, nous, on a souvent prôné 3 repas, 2 à 3 collations. En clinique, on travaille beaucoup avec des troubles de comportement alimentaire. Donc, ça aide d'avoir une structure, de manger fréquemment, stabiliser la glycémie. Dans le cas des sportifs, j'aime bien avoir des collations aussi. Mais il y a une grosse tendance du jeûne intermittent. C'est pas pour tout le monde, mais ça convient à certaines personnes qui me disent, moi, j'ai jamais eu faim le matin. Est-ce que je peux ne pas déjeuner? Bien, il y a 5 ans, toutes les nutritionnistes auraient dit, ben non, il faut absolument, absolument déjeuner. Et maintenant, le message est personnalisé. Donc, quelqu'un qui me dit je ne mange pas le matin, je regarde 2 choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui va grignoter toute la soirée? Donc, évidemment, si elle grignote jusqu'à 11 heures, ça se peut que naturellement, l'organisme à 6-7 heures le matin est un peu barbouillé parce que le jeûne de la nuit a été plus court que normal et qu'il n'y a pas de faim réelle. Donc, j'essaie de couper la collation du soir et de voir si l'appétit revient. Sinon, quelqu'un qui me dit j'ai vraiment pas faim le matin, bien, souvent, je vais faire préparer, par exemple, un petit gruyot overnight, un gruyot sans cuisson, et on peut l'apporter avec soi, apporter ça au bureau, manger ça à 9h30, 10h le matin, et ça va aussi. Donc, la fameuse règle de on mange dès qu'on se lève n'est plus tant vraie. Quoi qu'en général, on aime bien recommander le 3 repas et 2 collations dans la journée, là, pas de collation le soir, parce que souvent, de prendre une collation le soir ouvre la porte à OK, je vais prendre juste un biscuit, mais finalement, c'est une rangée. Et c'est facile de perdre le contrôle. Ouais. Mais dans le contexte actuel, si on va prendre une marche, c'est une fois dans la journée où on sort. Le reste du temps, on est confiné à la maison. Moi, j'ai comme au-delà de 70. Donc, en principe, ma seule sortie, ça devrait être d'aller faire une marche d'une demi-heure, 3/4 d'heure, de revenir à la maison. Mais tout ce temps-là, puis à mon âge, je me réveille tôt le matin et j'aime bien me coucher tard le soir parce que, comme tout le monde, je bouffe des séries à la télévision ou Oui, des émissions ou je regarde des films. oui. Et finalement, on se retrouve à être en état d'éveil dans une Oui. maison, quand même, si on a comme 700 pieds carrés ou 70 mètres carrés, si on veut, c'est quand même un endroit très limité Oui. où, en somme, tous les excès sont permis si on n'a pas une très grande capacité de discipline. Oui, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'invite à mettre une structure. Par exemple, on va dire, OK, je vais déjeuner vers 8 heures. Je vais aller prendre ma marche vers 9h30. Je reviens à 10 heures. À 10 heures, je prendrai mon yogourt et mon fruit. Vers 12h30, je vais me mettre un lunch. Pas de télé, pas de médias parce que il y a beaucoup, les messages sont très anxiogènes pour beaucoup de gens qui me racontent qu'ils sont tellement, tellement stressés à écouter en permanence les chaînes de nouvelles. Et j'aime bien que le repas, ce soit un moment de repos. Un moment où on n'a pas la tête avec le nombre de cas qui augmente, avec le nombre de décès qui augmente, mais se concentrer sur ce qu'on mange. Donc, on ferme la télé, la radio pour la période 12h30 à 13h. Après ça, on peut dire, bon, ben là, je peux faire une activité, une lecture, par exemple. À 3h30, là, je prends ma petite collation. Après ça, je peux juste aller prendre l'air 10-15 minutes sans refaire une marche, juste pour une petite bouffée d'air frais. Après ça, je reviens, je cherche des belles recettes sur Internet, je fais mon souper ou je me débrouille avec ce que j'ai sous la main, ce que j'adore. J'improvise des repas avec, OK, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que je fais? C'est pas toujours gagnant, mais souvent, ça marche bien. Et donc, de retourner dans la routine comme ça aide à mettre une petite structure. Et ça fait en sorte que
il y a moins d'anxiété dans la journée, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'une activité lecture, qu'une activité film, on regarde une série de telle heure à telle heure, mais peut-être pas pendant 12 heures. Donc, de bien répartir activité culturelle, repos, temps pour soi et appel FaceTime ou autre avec des amis de la famille, bien sûr. C'est ça. Se faire un Zoom ou un FaceTime avec Oui, des gens tout autour. Moi, avec quelqu'un en Italie, avec quelqu'un ailleurs. On était à des endroits différents, mais on était pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, oui, ensemble, en oui, train de se reconnaître. C'est oui, à peu oui, près la seule forme de chaleur humaine qu'on peut trouver par les temps qui courent. C'est exactement. parler avec des êtres chers, des gens qu'on aime, des amis, mais en réalité virtuelle. C'est comme ça. C'est Vous comme avez ça. tout à l'heure, Isabelle, évoqué une diète qui était très à la mode. Oui. Et j'aimerais savoir si en temps de pandémie et en même temps, quand on a des problèmes d'ordre de la prostate ou du cancer, Oui. si c'est une bonne idée de faire une diète. Non, c'est pas une bonne idée de faire une diète. Ben, d'abord, même en général, on conseille de modifier ses habitudes de vie plutôt que faire une diète parce qu'une diète, c'est restrictif et la restriction peut amener beaucoup de yo-yo avec son poids. Donc, je perds, je regagne, je perds, je regagne. Peut amener des troubles alimentaires aussi, peut développer de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie, différents troubles. Donc, juste modifier ses habitudes de vie. Et en ce moment, avec l'anxiété, avec le stress, de tomber en restriction, c'est pas conseillé. Donc, c'est pas vraiment une bonne période pour faire un régime en soi. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui a du temps, qui est confiné à la maison, peut dire, bon, mais tiens, je vais commencer à aller marcher, j'ai du temps en ce moment. Donc, de commencer à intégrer peut-être un petit peu plus d'activité physique, ça peut être une bonne idée. Et l'autre bonne nouvelle, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent, je ne cuisinais pas du tout. J'ai des amis de 60, 65 ans qui m'ont dit je cuisinais zéro. J'étais trop occupée par le travail et maintenant, avec le confinement, j'ai appris à cuisiner. Puis, sais-tu quoi? J'aime ça. Il y en a qui m'ont dit ça, puis ça me fait plaisir d'entendre. Beaucoup ont comme redécouvert ou même découvert le plaisir de cuisiner un peu plus. Et ça, c'est forcément santé de passer par la cuisine au lieu d'acheter des aliments transformés riches en sucre et riches en sel. Isabelle, j'ai l'impression, depuis un mois et demi, que je mange tout le temps la même chose. Oui. Bon, oui, bon, c'est quand même flexible. Il y a plusieurs choix dans la semaine, mais quand ça fait 5 semaines de suite qu'on mange à peu près les lundis toujours la même chose, les mardis toujours la même chose, il faut apporter de la variété là-dedans. Je sais que, et je vais en profiter tout à l'heure pour que vous nous parliez un peu aussi de votre comment dire, isabellehuot.com, où il y a de Oui! multiples choix et recettes, Mm-hmm. mais j'en reviens à cette question-là, à savoir comment, mais vraiment pas me sentir pris par cette espèce de façon là, de manger toujours la même chose. Bien, c'est sécurisant de manger la même chose aussi. Donc, moi, je dirais, ben, on peut se dire 2 fois par semaine, je m'en vais ailleurs. Donc, c'est le fun, on a du temps, il y a beaucoup de sites Internet. Je pense à une collègue nutritionniste, Geneviève Auglamen, qui a beaucoup de recettes santé. Je parlais à la conjointe de Ricardo tout à l'heure, qui a beaucoup, beaucoup de belles recettes aussi. Donc, de se dire, ben, je vais trouver une recette à mon goût et cette semaine, je me donne le défi. Et c'est facile, on regarde les ingrédients qu'on a sous la main et on regarde, que ce soit sur Ricardo ou les autres sites, on tape les ingrédients, ça nous sort des recettes. Par exemple, moi, j'avais une courge, une conserve de pois chiches. Bien là, c'est un sauté de courge au lait de coco que j'avais aussi avec du cumin, des épices indiennes. C'est super bon. Donc, c'est vraiment facile avec ce qu'on a sous la main de dire, bon, ben qu'est-ce que je cuisine et j'ose ce soir. Peut-être qu'on n'aimera pas ça. Peut-être qu'on ne va jamais refaire la recette. On Mais essaye. oui,
On va espérer. Et Ouais. au moins, on a exploré. Puis explorer en cuisine, c'est chouette. Et en ce moment, c'est ça. Les chefs sont tellement, tellement en vogue. On le voit avec l'émission Les Chefs qui ont des codes d'écoute extraordinaires. C'est le fun de voir la relève. Il y a beaucoup de chefs qui ont des émissions de télé maintenant. Donc, d'aller magasiner, peut-être de voir les différents chefs. Ils ont tous leur signature. Il y a des nutritionnistes qui ont des blogs. Moi, j'ai un blog avec des recettes. Il y en a plein d'autres collègues. Ça peut être chouette d'explorer puis de se dire au moins 2 nouvelles recettes par semaine. Et dans un contexte comme celui-là, Isabelle, est-ce que vous cherchez une expertise auprès de, je ne sais pas, moi, certains chefs ou certains spécialistes, pas toujours avoir le même rapport ou en tout cas la même connexion avec des gens, de fouiller un petit peu, d'explorer? De fouiller pour explorer des chefs qui correspondent En somme, ma question, dans le fond, c'est est-ce que vous-même, vous Ah, inspirez de certains chefs ou de certaines oui. tendances en alimentation? Ah oui, tout à fait. Mais moi, je m'inspire essentiellement de mes voyages. J'adore voyager. Là, je suis rendue à 65 pays. Mon objectif, c'est 100 pays. Mais là, je suis un petit peu limitée parce que là, je devais partir au Portugal là, pour mon 50e très bientôt. Et bon, malheureusement, évidemment, je suis ici, mais je m'inspire beaucoup, beaucoup de ce que je goûte à l'extérieur, de tous mes voyages, que ce soit en Inde, que ce soit au Kenya, peu importe, de ce que j'ai mangé souvent un peu partout. Je m'inspire de ça, ou même des plats que j'ai mangés au resto. Genre, ah, ça, j'ai aimé ça, je vais recréer la recette puis improviser sur un thème. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais par contre, j'ai lancé une gamme d'épices récemment et là, j'ai engagé un chef, Mélanie Marchand, parce que pour moi, de créer des épices, c'était plus difficile de vraiment savoir le bon mariage de cumin avec ça, c'était plus difficile. Donc, à ce moment-là, j'ai engagé une chef pour le déploiement de cette gamme-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas Jérôme Ferrer dans votre environnement, Ah quelque oui! part, hein? Ouais. Jérôme, c'est pas lui qui a développé mes recettes, mais c'est lui et son équipe de son usine Cédiatec. Lui a sa boîte du chef et moi, j'ai ma gamme de repas aussi qui sont fabriqués au même endroit. Et c'est l'usine de Jérôme et ses associés ici à Montréal. Donc, c'est lui qui fabrique mes repas depuis 2013. Alors, si je vais faire un tour sur votre site web, comme j'ai fait, je réalise qu'il y a des plats qui sont à la fois très colorés, très diversifiés, Oui? et en même temps, moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est ce qu'on devrait éventuellement faire dans le contexte de la COVID, c'est commander des repas de l'extérieur ou faire un mélange de choses qu'on va cuisiner nous-mêmes et qu'on peut faire venir, parce que je crois que vous faites aussi la livraison. Oui, oui, moi j'ai une gamme de 37 repas que je livre sans frais de livraison partout au Québec, en Ontario aussi. Je pense qu'un mélange des deux, c'est bien parce qu'on aime bien que les gens cuisinent. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes âgées qui m'appellent. J'en ai eu plusieurs aujourd'hui qui me disent bon, mais moi, je veux pas sortir, j'aime mieux me faire livrer des repas, je peux pas aller à l'épicerie, j'ai personne qui peut faire l'épicerie pour moi. Il y a des files d'attente pour les commandes en ligne dans des chaînes d'épicerie. Donc, c'est des solutions pratiques d'avoir des repas équilibrés, mais évidemment, si on a quelqu'un qui peut faire les courses pour soi ou si on va faire l'épicerie une fois par semaine, idéalement, mes repas complètent des repas qu'on pourrait cuisiner soi-même. J'aime bien un mariage des deux. Donc, mon repas, c'est un dépanneur. On n'a rien, on n'a plus rien à manger. C'est un repas qui est congelé. Donc, on peut en garder une dizaine au congélateur. Et puis, quand on arrive et on n'a rien pour souper, rien pour dîner, ben on sait qu'on a un repas complet sous la main. Et on peut s'inspirer de ce qu'il y a sur votre site. On n'est pas obligé non plus de commander. À partir de ce Exact. que l'on voit, il y a des recettes, on peut les fabriquer nous-mêmes. On peut les Et fabriquer soi-même et ça, c'est merveilleux. absolument. Isabelle, il y a des gens qui ont posé des questions, Oui. qui les posent toujours d'ailleurs, sur questions et réponses sur le site de procure.ca où nous sommes en ce moment. Une question pour les noix. La quantité par jour, quelle serait la quantité de noix par jour et quelles noix vous nous recommandez?
Ah, j'aime ça, cette question-là, parce que les noix, c'est très santé, de bonnes protéines végétales, de la vitamine E, des bons gras. J'adore les noix. La bonne quantité, c'est une poignée, les doigts fermés. Donc, on remarque que quand je suis comme ça, il y a beaucoup de noix qui rentrent, à peu près 500 calories de noix. Quand je ferme mes doigts, j'ai 15 amandes qui rentrent dans ma petite main. On est bien fait. Les hommes, par exemple, vont avoir une plus grande main avec une poignée qui va peut-être contenir 20-25 amandes. Et c'est Donc, suffisant? C'est suffisant? oui, ben oui, absolument, parce que les noix, il faut en manger chaque jour. Mais si on se met devant sa série télé préférée le soir et on prend un pot de noix d'acajou ou un pot d'arachide, c'est facile de passer au travers. Et même le petit pot de noix d'acajou de 300 grammes, qui est quand même pas si gros, le petit rond, là, ça, c'est quand même 1800 calories. Donc, on sait qu'on mange à peu près 2000 calories par jour. On ne peut pas manger près de 2000 calories de noix le soir en écoutant Netflix. Ça marche Et, pas. vous ne recommandez pas un scotch avec ça? Ah, mais ça, oui, un petit verre de vin rouge ou un scotch, c'est très bienvenu. Autre question de Benoît cette fois. Y a-t-il des légumes à éviter pour la bonne santé de la prostate? Et je vais rajouter à cette question, que nous suggérez-vous pour le cancer de la prostate comme légumes? Oui. Bien, la tomate, on en a parlé beaucoup. La tomate contient du lycopène. Le lycopène, qui est un antioxydant qui réduit le risque de cancer de la prostate et qui pourrait éventuellement réduire les risques de récidive également. Tomate, quand elle est cuite avec de l'huile d'olive ou un corps gras, c'est encore plus absorbé au niveau des composantes actives. Donc, la tomate, ce qu'on remarque en général, c'est que les consommateurs de fruits et légumes en abondance, donc 8 à 10 portions par jour, ont moins de risques de développer un cancer. On pourrait réduire de 30 les cas de cancer avec une assiette gagnante. Puis le premier conseil, c'est une abondance de fruits et légumes, de la variété. Donc, le lycopène, qui est de la famille des caroténoïdes, est très bénéfique. Est-ce qu'on a ciblé d'autres légumes en particulier? Non, mais je pense que ce qu'il faut faire, puis du lycopène, il y en a dans de la tomate, mais dans le melon d'eau, dans la papaye, il y a d'autres sources alimentaires aussi, mais l'important, c'est de mettre de la variété. Et pour le cancer de la prostate, moins de viande rouge, la vitamine D, très important. Donc, en ce moment, de s'exposer au soleil, les mains, le visage, 15 minutes par jour, sinon de prendre un supplément de vitamine D. Ça peut réduire le risque de cancer de la prostate, mais aussi l'agressivité du cancer. Donc, vitamine D, ça serait suggéré aussi. Le sélénium aura un rôle protecteur. On va trouver ça dans la noix du Brésil. Et le reste, c'est vraiment au niveau du lycopène, au niveau des bons gras, le moins de gras saturé possible. Donc, plus de volaille et pas trop de produits laitiers. On peut prendre un verre de lait, mais on ne prend pas 1,5 litre de lait par jour. Est-ce que 10 000 unités de vitamine D par semaine, c'est Oui, correct? c'est très bien. On a le choix entre 1000 par jour, 10 000 par semaine. C'est très bien. Ça peut être une prise hebdomadaire. Je conseille de faire prendre un bilan sérique, d'évaluer sa teneur en vitamine D parce qu'on a ce qu'on appelle des gens qui métabolisent pas bien la supplémentation. Donc, il y a des gens qui vont prendre 10 000 unités et quand on regarde le taux sérique, il n'est pas dans les chiffres qu'on souhaite. Donc, moi, dans mon bilan annuel, je fais toujours vérifier ma vitamine D sérique. Je trouve que c'est un bon indicateur. Je prends une supplémentation de 1000 unités par jour. Ça me permet de voir si je métabolise bien la supplémentation. Et le bénéfice de la vitamine D, ça ressemble à quoi? Oui, la vitamine D pourrait réduire le risque de cancer du côlon et de la prostate. Peut-être d'autres types de cancers. La vitamine D joue un rôle sur la santé osseuse en aidant à assimiler le calcium, mais aussi la vitamine D a un effet global sur l'immunité globale, donc outre le cancer, on ne peut pas dire qu'aucun aliment en soi ne prévient la COVID-19, mais d'avoir un bon système de défense naturelle contribue à une bonne immunité et ça passe par une bonne alimentation, mais la vitamine D a un rôle à jouer également. Si je vous demandais une petite recette
qui pourrait aider à renforcer le système immunitaire? Une recette simple qu'on pourrait appliquer comme à partir de demain? Oui. Ben, une recette, ben, c'est sûr pour le système immunitaire, il y a le zinc, le sélénium, la vitamine D, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. C'est pas mal au niveau de ces vitamines minéraux-là, au niveau des probiotiques aussi qui vont aider. Donc, la recette, ça serait de se dire tous les jours, j'ai au moins un fruit riche en vitamine C. Donc, orange, clémentine, kiwi, fraises. Il y a des légumes riches en vitamine C aussi, les poivrons, la tomate, qui apportent beaucoup de vitamine C. Donc, je commence ma matinée avec un fruit riche en vitamine C. 2 clémentines, un kiwi, par exemple, des fraises du Québec. Et de se dire dans ma journée, j'ai des sources de vitamine A qui contribuent aussi au système immunitaire en santé. Donc, la mangue, la patate douce, les carottes qui apportent la vitamine A. Maintenant, ça me prend de la vitamine E. Donc, j'ajouterai ma poignée de noix tous les jours. Donc, une petite poignée de noix qui vont apporter de la vitamine E. Du sélénium, 2 noix du Brésil par jour, en plus de ma poignée de noix. Donc, déjà, on est là. Je prendrai un yogourt avec des probiotiques ou du kéfir ou du bioca. Dans ma journée, j'irai avec du poisson pour les oméga-3. Des grains entiers, évidemment, puisqu'on a plus de composantes phytochimiques qui ont un rôle aussi sur l'immunité et la diminution du risque de cancer. Et un petit verre de vin rouge, pourquoi pas? Absolument. Maintenant, j'aimerais rappeler que vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de gens qui le font et je vous donne l'adresse pour le faire, info@procure.ca. Également, sur le site que vous écoutez en ce moment, vous écrivez tout simplement votre question dans le questions et réponses. Et c'est le cas de Neil qui nous pose la question suivante. Pour ceux sensibles aux diverticulites, que fait-on avec les graines de lin et compagnie, Isabelle? Oui, ça, il y a beaucoup de... Là, il faut savoir, est-ce qu'on est en diverticulite ou en diverticulose? Quand on voit le mot « it », ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Donc, si on est en période d'inflammation, il faut retirer les fibres, adopter un régime qu'on dit faible en résidus. Il faut tomber dans le pain blanc, dans le riz blanc, pas de graines, des compotes de pommes, des fruits cuits. Ça, c'est temporaire, le temps de finir l'inflammation. Quand on est en diverticulose, donc il n'y a plus d'inflammation, la crise elle est réglée, il n'y a plus d'antibiotiques, là, à ce moment-là, il faut remettre les fibres progressivement. Et c'est prouvé que les gens qui ont une alimentation qui est riche en fibres ont beaucoup moins de risque de récidive de diverticulite. Donc, on remet l'équivalent de peut-être 5-7 grammes de fibres par jour. Donc, on remet progressivement des grains entiers, on remet un petit peu plus de fruits, de légumes et au bout de 2 mois, on est rendu à remettre certaines graines. Donc, on peut très bien remettre de la graine de lin broyée, par exemple, qui va enrichir en oméga-3, qui va enrichir en fibres et ça passe très bien. Donc, on est beaucoup moins sévère aujourd'hui que quand j'ai fait mon bac il y a 25 ans parce qu'on se rend compte que finalement, ce type d'alimentation-là où on a davantage de fibres est plus protecteur qu'on le pensait. Le temps file, il me reste tellement de questions, Isabelle, je vais essayer d'y aller au plus rapide. Ma conjointe, enfin, on parle de la conjointe, sans emploi, c'est garroché dans la cuisine comme elle ne l'a jamais fait. Ça sent bon, c'est bon, et j'ai toujours une fourchette dans ses plats. Je prends du poids, j'essaie de limiter ses ardeurs, mais rien n'y fait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je dirais profitez-en. Vous avez une bonne cuisinière à la maison, c'est chouette. Mais peut-être qu'au lieu d'avoir toujours la fourchette, la cuillère pour goûter pendant la préparation, d'attendre, de bien dresser la table, de se faire servir le succulent souper que votre conjointe a préparé et de le manger en pleine conscience. Donc, de prendre le temps de déposer sa fourchette, de savourer, c'est bon. On est à l'écoute de ses sensations. C'est quoi la texture? C'est quoi les arômes? C'est quoi la longueur en bouche? Un peu comme on dégusterait un bon vin et dire à sa conjointe, merci, ton repas est excellent. Je ne prendrai pas de deuxième service, mais ça me fera un superbe lunch pour demain midi. Et moi, en tout cas, j'entends régulièrement et je le préconise, c'est d'aller faire un tour dehors, dans la mesure du possible.
vous êtes mobile, d'aller faire votre marche quotidienne, ne serait-ce qu'une demi-heure. Si on parle de 45 minutes, Ah oui. mais ne Mais serait-ce même qu'une 15 demi-heure, minutes, ça vaut la peine. exactement. Même 15 minutes, Winston, parce que je parle à des gens qui disent j'ai pas beaucoup de mobilité, je peux pas beaucoup marcher. Juste prendre l'air. Des fois, c'est 10 minutes. Et nous, même en clinique, on a des cas de clients qui ont des fois 300, 400 livres. C'est difficile de se déplacer. Mais notre objectif, c'est 5 minutes de plus aux 3 jours. Donc, on commence, on sort 5 minutes. Et au bout de 3 jours, ben, on sort 10 minutes. Et puis finalement, au fil des jours comme ça, on est rendu à marcher une demi-heure, des gens qui jamais ne pensaient pouvoir marcher 30 minutes. Ben, l'autre façon de faire, c'est de se procurer un chien puis d'être Ah oui, obligé d'aller le promener 2, 3 fois par jour. Ouais. j'adore. Ça, c'est vraiment une bonne solution. En plus, c'est un bon compagnon. Je pense aux gens qui sont seuls. Il y en a beaucoup qui sont seuls. C'est un merveilleux compagnon d'avoir un animal de compagnie, puis ça nous fait sortir effectivement. Et quand on est seul, c'est la motivation. Oui, il y a la solitude, faut dealer avec ça en bon français, Oui. mais il faut se motiver également. C'est pas toujours évident de se motiver, surtout si on habite seul. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je sais que vous êtes une experte en motivation, vous donnez des conférences et vous incitez les gens, les hommes et les femmes, à se motiver pour Et avoir une vie saine. Mais, tu sais, quand on est dans son réduit, on n'a pas envie, on écoute la télé, etc. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ce manque de motivation? on met sa meilleure musique qu'on adore. On part, on met sa meilleure musique, puis on dit, là, on essaie d'avoir au moins un 15 minutes de musique d'affilée qu'on adore, qui nous motive, peu importe le type de musique. Puis on dit, ce 15 minutes-là ou ce 30 minutes-là de mes musiques préférées, c'est mon moment pour aller marcher dehors. Et des fois, on dit, ah, il fait froid, ou en ce moment, il n'y a pas de soleil. Mm-hmm. On sort pareil parce qu'au retour, ça fait tellement, tellement du bien. Et c'est les pensées qu'on a pendant ce 15-30 minutes-là. Il faut éviter toutes les pensées négatives, les pensées noires, les pensées anxiogènes et de se dire, c'est un moment pour moi, toutes les pensées négatives, je les mets dans un petit coin du cerveau, je les écarte et je mets juste sur le positif. Ah, ben la nature est belle. Ah, ben regarde, je suis attentive aux détails de la nature en marchant. Au lieu de me concentrer juste sur les pensées, je suis encore seule. Quand est-ce que je vais voir mes enfants? Quand est-ce que je vais voir ma famille? D'y aller avec des pensées positives ou des pensées dans le moment présent, juste le vent aujourd'hui est fort, juste s'attarder des petits détails comme ça que normalement on ne porte pas attention parce qu'on est trop dans nos pensées, mais ça fait qu'au moins on décroche des pensées négatives, puis décrocher une demi-heure par jour, ça fait du bien. Mais effectivement, la musique est une source de réconfort inouïe. Tu sais, on s'est Vraiment. documenté et moi, je participe dans le contexte de la Société pour les arts en milieu de santé avec ma conjointe qui est violoniste. On tenait des concerts dans les CHSLD et on voyait dans l'espace d'une heure de ce concert-là les attitudes se transformer complètement. C'est-à-dire que les yeux plus allumés, les gens chantaient. J'avais qu'à partir quelques mots d'une chanson, tout le monde embarquait. N'oublie jamais le jour où je t'ai connu. Et tout le monde se Oh, mettait à chanter la même chose parce que la mémoire est là quand même. Et quand on est plus vieux et quand on approche de certains problèmes à cet âge-là, euh, c'est la mémoire à long terme qui revient. Et on voit tout de suite que ça fait du bien aux gens qui sont là. Les artistes, d'ailleurs, font la même chose. En art visuel, la plupart du temps, les artistes travaillent en écoutant de la musique. Ça les stimule, ça les vraiment. inspire et ça les amène ailleurs. Ça fait un bien fou, un bien fou. Donc, c'est totalement, totalement génial comme idée. Ça fait du J'ai bien. une dernière question pour vous, Isabelle. Hmm? Mon conjoint est sous chimiothérapie. Comment doit-on laver nos fruits et légumes pour éviter une contamination? Ouais. En fait, peu importe qu'on soit en chimio ou pas, il faut bien laver ses fruits et légumes. Il y a toujours des résidus de pesticides, même sur des légumes qui portent la certification
biologiques. Les pesticides sont aéroportés, donc il peut très bien, on a fait des analyses et sur des légumes certifiés bio, il y a encore des résidus de pesticides. Donc, on brosse les pommes de terre, on lave sous l'eau courante. Les études n'ont pas démontré qu'il y avait un savon, du vinaigre qui était plus efficace que l'eau courante. Juste de bien les laver, ça vaut pour tout le monde, en chimio ou pas chimio. De bien se laver les mains avant et après manipuler les aliments, comme les gens qui font l'épicerie, de bien se laver les mains avant et après. Ça reste la recommandation de base pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de recommandations spécifiques. C'est sûr que le système immunitaire est plus affaibli durant une chimiothérapie, mais juste bien manger, ça peut donner un bon coup de pouce. Un petit problème pratico-pratique. On fait des gros marchés, ou quelqu'un fait un gros marché pour nous parce que, bon, on ne sort pas tous les jours. On met les choses au frigo. Souvent, ils restent là plus longtemps qu'on l'aurait fait habituellement. Alors, comment on s'organise avec ça? C'est quoi les limites Oui. où on peut garder des yogourts, des fruits, des légumes, de la viande? Tellement une bonne question parce que la plupart des aliments, on peut prolonger. Là. Je pense au yogourt. Le yogourt, on donne une date de péremption. 2 semaines plus tard, c'est parfait aussi. Donc, on peut étirer. Mais évidemment, tout ce qui est bœuf haché, là, non, 1 ou 2 journées maximum. Des fruits de mer, on ne peut pas étirer du tout, du tout. Donc, quand on fait l'épicerie, il faut qu'il y ait des aliments qui sont pour consommer rapidement et d'autres, tu sais, par exemple, si j'ai des jeunes pousses d'épinards, je vais les manger plus rapidement que si j'achète un navet ou des pommes de terre que je peux garder dans des menus. Par exemple. Exactement, que je garde un peu plus tard. Il y a sur le site du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation et du Québec, hein, parce que souvent on dit, on en parlait, MAPAC, ben oui, c'est quoi le MAPAC, c'est ça. Si on entre sur l'ordinateur MAPAC, on tombe sur le site. Voilà. Il y a un guide qui s'appelle le Thermoguide. C'est un guide avec toutes les durées d'entreposage au garde-manger, au congélateur et dans le frigo. Par exemple, ils vont nous dire les œufs, c'est combien de temps qu'on les conserve. Le lait, après ouverture, combien de temps. Et c'est vraiment pratique, c'est gratuit. On peut le télécharger. Thermoguide je pense que ça donne un bon coup de pouce et comme les gens sont à la maison, bien, les gens ont plus de temps, pourquoi pas en profiter pour faire un ménage du garde-manger. Il y a peut-être des conserves qui datent de 10 ans, il y a peut-être des boîtes de pâtes ouvertes depuis 10 ans, il y a peut-être des huiles qui sont devenues rances, des huiles de noix, des huiles de noisettes, des huiles de lin qui ont ranci. Donc, c'est un bon moment pour faire le ménage du garde-manger, là. Un peu comme quand on déménage. Oui. On profite pour, oui, faire des boîtes, mais en même temps, élaguer plein de choses. Exactement. Puis ça fait du bien de se débarrasser de choses. Ça fait que ce soit les vêtements ou encore la nourriture périmée, juste de nettoyer, ça fait du bien au moral. Isabelle, en terminant, j'aimerais inviter les gens à se procurer une de vos quinzaines de publications. Oui! Hey, c'est drôle parce que j'étais assise trop basse. Hein? Et là, je ne suis pas confortable parce que je suis assise sur mes livres. Justement, ben là, je vais baisser un peu. Je me suis mis quelques livres, voyez-vous, parce que je suis trop basse. Et ça, c'est un des livres. Manger, bouger au féminin avec José Lapierre. Donc, ça, c'est un de mes livres, mais c'est pas mon dernier. Mais ça, ce livre-là, il en reste beaucoup. Donc, je vais les vendre à vraiment pas cher, peut-être 8 sous peu. Sinon, j'ai les livres Solutions Famille. J'ai mon meilleur livre en ce moment, là, c'est Cessez de manger vos émotions. Ça, j'adore. On peut parler avec Pénélope là, il y a quelques jours. Justement, parce que je pense que ça concerne beaucoup les gens en ce moment, Cessez de manger, que j'ai écrit avec... Le livre auquel je tiens absolument, c'est stimuler votre système immunitaire parce qu'on est en compagnie de gens qui ont un cancer ou qui ont appris qu'il y avait un cancer et il faut stimuler, comme c'est le cas dans le contexte actuel, stimuler notre système immunitaire pour finalement passer au travers.
Exactement, ce livre-là, on l'a vendu en Allemagne, en Italie, en France, un peu partout. Le livre Cessez de manger vos émotions aussi a été vendu en Allemagne, en France, en Italie. Donc, c'est des livres très porteurs parce que ça rejoint beaucoup les préoccupations, en fait, des gens. Mais avant de se laisser, Winston, moi, je voulais un petit selfie comme ça, là. Il faut que je vois l'écran pour montrer qu'on est ensemble aujourd'hui. Ah, c'est bon. Un petit Voilà! selfie, oui. Isabelle, je vous remercie infiniment. Vous avez accepté, puis c'est rare que des vedettes littéraires à l'international acceptent de venir passer un petit moment avec nous. Ça fait presque 1 heure. Vous avez été très généreuse et je vous remercie énormément d'avoir été là. Bien, c'est un grand, grand plaisir, un honneur, comme je le disais, Winston, d'avoir partagé cette tribune-là. Merci aux participants, vous étiez nombreux. Merci d'avoir été avec nous et suivez les autres événements Procure. Et la semaine prochaine, on aura l'occasion de recevoir Nathalie Lambert. Ah oui? Et une question évidemment d'activité physique. Vous connaissez Nathalie aussi, Isabelle. C'est une Oui, ex-médaille très bien. olympique. On se souvient de sa médaille d'or et ses 2 médailles d'argent. Elle était également chef de mission. C'est une personne qui, sur le plan international, est bien connue. Ses compétences également sont reconnues partout et elle sera en mesure la semaine prochaine, comme vous l'avez fait aujourd'hui, Isabelle, de nous donner un bon coup de main par rapport à nos activités physiques qui en ce moment sont en berne. On a besoin d'elle. Oui. Encore une fois, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci. Allez, bonne fin de journée. Merci. Merci pour tout. C'était super. Bye.